Bon, alors, c'est plus une élection législative, c'est faites entrer l'accusé. Hein, vraiment, tous les partis politiques sont en train de nous prouver qu'ils sont écolos. Voilà. Parce qu'ils recyclent toutes leurs ordures. C'est vraiment une catastrophe. On a appris, pour les législatives 2024, on aura le retour de Cahuzac, Damien Abad, qui va se présenter également alors qu'il est mis en examen pour agression sexuelle, Adrien Quatennens aussi. Alors, oui, il a avoué. Mais bon, quand même, c'est la même chose. Et c'est vrai qu'en petite précision, parce qu'il y a des gens parfois qui disent, ouais, mais si tu tapes sur Quatennens, c'est que tu tapes sur LFI et tout. Non. Ah non, non, c'est tous les salopards en politique, quel que soit le parti, la couleur, je m'en fous. Parce que moi, je crois à un vieux truc, mais vraiment le con, la déontologie. Tu vois. Quand tu prétends représenter des dizaines de millions de Français, tu t'as pas le droit, si tu veux, d'avoir ce genre d'affaires au cul. C'est pas possible. Avouer ou pas, enfin, tu vois, c'est un truc à la con, tu vois. Et ça, quel que soit le parti politique, évidemment. Donc, on n'est pas au bout de nos surprises, il y en aura d'autres, mais vraiment de RN à LFI en passant par LREM, pour paraphraser Eric Cantona, tous les gens qui se présentent avec ce genre d'affaires, je leur pisse au cul. Plusieurs dizaines de pays s'efforcent de rejoindre les BRIC, a déclaré Dmitri Medvedev, vice-président du Conseil de sécurité russe et président du parti Russie Unie. Cette affirmation, faite lors de la séance plénière du Forum interparti à Vladivostok, témoigne de l'attrait croissant de l'organisation pour de nombreux États cherchant à s'affranchir de l'influence occidentale. La Thaïlande et le Vietnam, ainsi que plusieurs autres pays de la région, font partie des candidats intéressés par une adhésion au BRIC. Ce groupe, initialement formé par le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, a récemment élargi ses rangs pour inclure l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, marquant ainsi une expansion historique. Medvedev a souligné que l'Occident déploie d'énormes efforts pour préserver son influence dominante et le système de métropoles et de colonies établi au fil des siècles. Il a critiqué cette persistance à vouloir dicter les règles au reste du monde, affirmant que l'époque de l'exploitation coloniale est révolue. Toutefois, les descendants des colonialistes continuent de s'accrocher désespérément à cet héritage. L'ancien président russe a également accusé certains États de tenter d'impliquer même les pays non satisfaits de ces politiques dans leurs propres objectifs nationaux, en exerçant des pressions pour les contraindre à se conformer. Selon lui, de telles actions ont des répercussions négatives sur tous les aspects de l'économie mondiale. La Russie, ayant pris la présidence des BRIC le 1er janvier de cette année, se concentre sur le renforcement du multilatéralisme pour un développement et une sécurité mondiaux équitables. Ce rôle présidentiel survient à un moment crucial, alors que l'organisation s'apprête à accueillir plus de 200 événements politiques, économiques et sociaux en 2024, avec en point d'orgue le sommet des BRIC prévu en octobre à Kazan. L'attrait des BRIC pour de nombreux pays repose sur plusieurs facteurs. D'abord, l'organisation représente une alternative aux structures économiques et politiques dominées par l'Occident, tels que le FMI et la Banque mondiale. Ensuite, les BRIC offrent une plateforme pour des partenariats économiques mutuellement bénéfiques, sans les conditions souvent imposées par les institutions occidentales. L'influence croissante des BRIC s'inscrit dans un contexte de tensions géopolitiques accrues. L'Occident, confronté à des défis internes et externes, voit son hégémonie contestée par des alliances émergentes et renforcées comme les BRIC. Cette dynamique reflète une évolution vers un monde multipolaire où plusieurs centres de pouvoir coexistent et collaborent, redéfinissant les règles du jeu international. Dans un geste inédit qui a secoué la scène politique française, Kylian Mbappé, star incontesté du football, s'est prononcé publiquement contre les extrêmes politiques, appelant à voter en faveur du président Emmanuel Macron. Ce message, relayé par les médias et les réseaux sociaux, a rapidement fait le tour du pays, suscitant des réactions variées et souvent passionnées. Le contexte de cette intervention n'est pas anodin. La France est en pleine période de tension politique, avec une montée en puissance des partis extrémistes. Les sondages montrent une polarisation accrue de l'électorat, et le discours de Mbappé intervient à un moment où chaque voix compte. Son appel est clair, il faut éviter les extrêmes pour préserver les valeurs républicaines et l'unité nationale. Pour comprendre l'impact de cette déclaration, il faut se pencher sur la figure de Mbappé. À seulement 25 ans, il est déjà un symbole national, non seulement pour ses exploits sportifs mais aussi pour son engagement social. Sa parole porte un poids considérable, surtout auprès des jeunes générations, souvent désillusionnées par la politique traditionnelle. Son soutien à Macron est perçu par beaucoup comme un geste de responsabilité citoyenne, un appel à la raison dans un contexte de crise. Les réactions ne se sont pas fait attendre.
Du côté des soutiens de Macron, c'est un véritable coup de pouce. Le président, souvent critiqué pour son éloignement des préoccupations populaires, trouve en Mbappé un allié de choix, capable de rallier une base électorale souvent difficile à mobiliser. Les analystes politiques voient dans cette intervention une tentative de redynamiser une campagne parfois en perte de vitesse. Cependant, les critiques sont également nombreuses. Les partisans des extrêmes dénoncent une ingérence inadmissible d'une personnalité sportive dans le domaine politique. Certains accusent Mbappé d'utiliser sa popularité de manière inappropriée, de se servir de son statut pour influencer des choix électoraux qui devraient rester libres et individuels. D'autres, plus cyniques, y voient une manœuvre orchestrée par l'Élysée pour détourner l'attention des véritables enjeux de la campagne. Mais au-delà des polémiques, cette prise de position soulève des questions plus profondes sur le rôle des personnalités publiques dans la sphère politique. Doivent-elles se cantonner à leur domaine d'expertise, ou bien ont-elles le droit, voire le devoir, d'intervenir lorsqu'elles estiment que des valeurs essentielles sont en jeu? Dans le cas de Mbappé, la question est d'autant plus pertinente qu'il incarne une certaine idée de la réussite et de l'engagement citoyen. Son parcours, de bondi aux stades les plus prestigieux du monde, est souvent cité en exemple. Son engagement contre le racisme, pour l'égalité des chances, renforce cette image de sportif conscient et responsable. Est-ce qu'on ne va quand même pas laver le linge sale de la France devant les Français? Eh bien moi je laverai toujours le linge sale de la France et des élites françaises devant les Français car ils méritent la vérité. Et peut-être qu'un jour nous aurons la vérité d'Alstom. Peut-être qu'un jour le parquet national financier pourra établir si oui ou non M. Macron a été un agent des États-Unis pour vendre Alstom, a été un agent pour l'équiger technique à la fin. Peut-être qu'on le saura, peut-être qu'on le saura. Je sais tout ce que peut faire une multinationale américaine. Je sais qu'elle peut même acheter des fonctionnaires dans les cabinets ministériels. Vous pouvez être reçu par le cabinet de M. Montebourg, amener des documents au cabinet de M. Montebourg, et ces documents disparaissent dans les couloirs de Bercy. Et la personne qui vous a reçu devient quelques années après un banquier d'affaires dans une banque américaine, sans que cela ne pose de problème à personne, sans que des problèmes déontologiques soient posés à personne. Et quelques années après, quand vous pouvez demander aux personnes en charge de la déontologie pourquoi ils ont accepté que cette personne qui était en charge de la défense d'Alstom soit nommée dans une banque américaine qui a gagné de l'argent sur le démantèlement d'Alstom, on vous dit que tout était normal, que tout ça est du passé. Effectivement, je suis peut-être une des personnes les mieux placées pour savoir ce que peut faire une multinationale américaine quand elle veut attenter aux intérêts d'un pays souverain comme la France, y compris dans son cœur, y compris dans sa souveraineté énergétique. Je sais à quel point une multinationale américaine peut acheter des intérêts français. Je sais à quel point ils peuvent acheter des hauts fonctionnaires, à quel point ils peuvent acheter des groupes politiques, y compris le vôtre, M. Marleix. Qu'un soir, non mais ça peut vous intéresser peut-être, car c'est la vérité, chers collègues, qu'un soir, vous quittez le travail à 22h un samedi soir, vous êtes agressé au couteau, vous êtes mis à terre, quelqu'un qui parle anglais vous enfonce sa lame dans la paupière en vous disant que si vous allez voir la police, il va vous tuer. Et voilà, ça vous fait rire? Ça vous fait rire? C'est ce qui m'est arrivé. Ce qui est arrivé à notre compatriote Frédéric Pierucci, dans votre indifférence la plus totale, retenu en otage dans une prison, dans un quartier antiterroriste par les Américains. Il n'y a pas un seul ici qui a été élu en 2014, en 2015, qui a levé le petit doigt pour M. Pierucci, pas un seul d'entre vous. Vous n'en aviez rien à faire, et vous n'en avez d'ailleurs toujours rien à faire des années après. Vous n'en avez rien à faire. Vous n'en avez rien à faire que Julien Assange, qui a alerté la presse occidentale, soit retenu dans des conditions inhumaines, des conditions qu'on accepterait pour personne d'autre, mais vous les acceptez pour les États-Unis, car vous n'avez aucun principe. Bref, tout ce que vous voulez faire pour lutter contre la dérange ne servira à rien. Vous ne voulez pas lutter contre la corruption, vous ne voulez pas lutter contre la pourriture, parce que la pourriture est au cœur de votre système. Merci. Monsieur Ménard ne représente aucun parti politique français important. Il est en permanence invité sur les plateaux, y compris pendant la présidentielle, pour expliquer qu'il soutient tellement Madame Le Pen qu'il fallait peut-être pas voter pour elle. Quand même, donc avec non, pas du tout. Ça... Ah bah non, moi j'étais directeur adjoint de campagne. Alors, à la fin de la campagne, bah, je vais vous dire à la vérité, vous pouvez vérifier. À la fin de la campagne, on avait même retiré du temps de parole de Marine Le Pen parce que avec des alliés pareils qui passent leur temps à dégommer la candidate pour des intérêts qui sont que Monsieur Ménard connaît peut-être, c'est absolument lamentable. Donc moi, les propos de Monsieur Ménard, ça n'engage que lui. Il a toujours été sur une ligne atlantiste. Il a toujours été pour qu'on intervienne, par exemple, en Irak, dans un certain nombre de pays, on connaît la suite. Donc les propos de M. Ménard en géopolitique, effectivement, ça n'a jamais été la ligne souverainiste et même pas la ligne gaullienne. Vous n'êtes même plus crédible dans votre propre électorat. Donc vous pouvez continuer à vous faire plaisir en vous félicitant entre parlementaires et ministres de la majorité. Ça fait un cercle de l'amour qui devient extrêmement restreint, mais les faits sont là et sont têtus. La situation est absolument catastrophique. Alors je m'étonne que certains de mes collègues opposent la compétence et la sincérité. On peut très bien être
insincère et incompétent, vous le prouvez depuis 7 ans. Insincère puisque vous mentez systématiquement aux Français en faisant croire et en espérant que vos résultats maquillent vos mensonges précédents. Pas de bol, le ruissellement des plus riches, c'était bidon. La hausse des taxes qui ne toucherait pas les classes moyennes, c'était bidon. La politique énergétique inflationniste qui abîme notre productivité, et finalement, c'était bidon. Bref, et vous continuez, vous faites comme si de rien n'était. Et en fait, la réalité de tout ça, c'est quoi? C'est qu'en fait, vous voulez gagner du temps jusqu'au 9 juin, avant la purge, la vraie. Donc moi, la seule question que je vous pose, c'est qu'est-ce que vous allez annoncer aux Français après le 9 juin? Dites la vérité avant les élections. Cette année blanche, elle va se faire ou pas? 25 milliards de pertes de pouvoir d'achat pour tous les Français. Les économies drastiques, ça va être quoi? Donc dites la vérité aux Français, de nous balader et de nous prendre, il faut bien le dire, pour des imbéciles. Désolé, nous ne le sommes pas. Le budget que vous présentez est un budget de soumission. C'est un budget de victime de la mondialisation, de victime de l'inflation, de victime de la guerre. Et en plus de victime qui a allumé un incendie qu'il ne sait plus éteindre. Vous ne vous attaquez pas aux piliers qui font l'inflation. Vous prétendez que vous cherchez de l'argent, mais il n'y a jamais eu autant de bénéfices qui devraient être taxés à leur juste proportion. Donc maintenant, il y a un moment, les Français, ceux qui nous ont élus, se demandent quand est-ce que vous allez reprendre le contrôle de la situation et arrêter de faire payer aux contribuables toutes vos erreurs. Vous devez respecter les élus qui siègent ici, de quelque parti qu'ils soient. Et à partir du moment où vous n'avez évidemment aucune preuve du début des insultes que vous proférez à notre égard, l'éthique républicaine vous impose de vous taire. On verra si vous ouvrez votre réalité et vos cœurs aux ingérences qui peut-être influent vos décisions. En ces temps de guerre économique, il y a donc des nations qui se protègent pour mieux partir à la conquête du monde, et il y a vous, la Macronie, qui encouragez le monde à conquérir la France. En 2001, l'avoir extérieur de notre pays, à savoir la différence entre ce que les Français possèdent à l'étranger et ce que les étrangers possèdent en France, était de 40 milliards d'euros. Ce déficit a été multiplié par 15. Il est aujourd'hui de moins 630 milliards d'euros. Qu'avez-vous donc fait des 6 000 milliards d'euros pour valoriser notre économie tout en enrichissant les épargnants? Absolument rien. Conçu avec le soutien des cabinets de conseil que vous avez grassement payés avec l'argent des Français, votre communication sur l'attractivité de la France n'est qu'un énième mensonge. Si un investissement étranger revient à piller des brevets français, voler des parts de marché, étouffer des filières naissantes, alors c'est de l'incompétence ou de la trahison, ou en l'occurrence les deux. Ma question est donc simple. Quand allez-vous cesser de vendre la France pour cacher votre échec? Moi, je ne sais pas, un crétin, méprisant. La liste est longue. C'est un crétin? Pour dire ça, oui, pour ça, oui. Donc le Premier ministre est un crétin? Oui, s'il a dit ça, c'est un crétin. Oui, Est-ce que c'est à la hauteur du débat public, de dire de la nation, de dire du Premier ministre? Non, mais vous m'avez lu une déclaration. Vous m'avez lu une déclaration. Oui. C'est une déclaration de crétin. Donc ça peut être une déclaration du Premier ministre s'il s'est comporté, s'il a dit ça, comme un crétin. Le déficit public a atteint 24 milliards d'euros. C'est le record absolu de toute l'histoire de France. Même pendant le Covid, même quand l'État subventionnait la quasi-totalité de l'économie française du quotidien des Français, nous n'avions pas 24 milliards d'euros de déficit. C'est considérable. La réalité, c'est qu'on l'apprend dans le journal Le Monde. Le déficit public pour 2023 sera, je cite, bien au-delà de 4,9. Donc c'est un mensonge. Il le reconnaît. Il dit ce sera significativement au-delà des 4,9. Il y a quelques semaines, il continue à viser quand même les 3%. Très bien. Pour la 5 on en reparlera, mais reconnaissez qu'il y a encore quelques semaines, quand M. Le Maire a annoncé les 10 milliards d'économies, il prétendait que c'était pour maintenir le déficit sous les 4,9. Donc il a encore menti aux Français, comme il a menti aux Français et au Parlement. Sur les prévisions et au de croissance, Parlement sur les prévisions de croissance. Sur les prévisions de croissance, il ment ou il ment sciemment. Donc M. Macron, en fait, fait campagne, puisque ce qui est quand même assez grave, voire très grave, c'est les révélations de vos confrères de l'opinion, dans un article suite à ses déclarations sur l'envoi de troupes en Ukraine, au sol en Ukraine, qui disait qu'en fait, ces déclarations n'étaient pas destinées aux Ukrainiens, n'étaient pas destinées au régime russe, n'étaient pas destinées à nos alliés, mais étaient destinées à agiter le débat politique en France pour, je cite, piéger le Rassemblement national. Donc on en est là, c'est-à-dire que le président de la 6e puissance du monde, puissance nucléaire, fait des déclarations uniquement un résumé très rétréci. Pour provoquer, soi-disant, le Rassemblement national. Non, mais je ne peux pas vous laisser donner le sentiment que ces déclarations internationales n'auraient comme seule visée que de vous agiter, vous. La réalité, c'est que la dépense principale dont parle pas M. Le Maire dans son papier, dans son interview, ce sera les intérêts de l'État, de la dette, pardon, et ça, c'est de sa faute, c'est de sa responsabilité, et s'il avait un peu de dignité, il démissionnerait. Parce que quand on arrive à un tel état d'affaiblissement des comptes publics après 7 ans de gestion et qu'on ose regarder les Français droit dans les yeux, non seulement en insultant le principal parti d'opposition en disant n'importe quoi et en prétendant qu'on va arriver à l'équilibre des comptes publics alors qu'on est dans la pire situation budgétaire au bout de 7 ans, il ne faut quand même pas manquer d'air. Est-ce qu'il y a eu des poursuites?
Madame de Malherbe, contre les déclarations de M. Mariani, qui a assuré ne pas être victime d'ingérence. Non, par contre, il y a eu des poursuites que j'ai enclenchées contre deux députés macronistes, M. Bountan pour ses ingérences avec la Chine, M. Julien Laferrère pour ses ingérences avec différentes puissances étrangères. Aucun responsable du Rassemblement national n'a été mis en cause avec cette commission. Et vous invitez finalement à lire ce rapport. Je vous invite, moi, aucun problème, notamment mon avant-propos qui fait des révélations que malheureusement personne n'a repris. Tout le monde peut le lire. Je le lirai attentivement. Ça vous fait rire, pas moi. Comment avez-vous pu mener de telles négociations alors que vous étiez en conflit d'intérêts évident à la tête de ces concessions, Madame Borne? Comment pouviez-vous ignorer les bénéfices intolérables qu'Eiffage faisait sur les péages? Pourquoi n'avez-vous rien fait pour rétablir la justice, ni comme directrice de cabinet, ni comme ministre, ni comme première ministre? Pire encore, alors que vous étiez ministre des Transports, vous avez attribué la concession de l'A79, un contrat juteux de 500 millions d'euros avec une concession de 48 ans garantissant un rendement juteux de 5 à 10%. Qui a obtenu cette concession? Eiffage. Qui peut croire encore à votre impartialité? Aussi, ma question est simple, êtes-vous au service des Français ou d'Eiffage? Je vous demande d'arrêter ce complotisme odieux. Les jours passent et s'enchaînent les révélations consternantes sur la compromission du personnel politique français avec ceux qui se gavent sur le dos des Français. Le magazine Marianne a révélé, Madame la Première ministre, que le secrétariat général du gouvernement aurait dissimulé par un faux l'indigence des documents de travail qui vous ont permis de négocier un accord en 2015 avec les concessionnaires d'autoroutes. Vous étiez alors, Madame Borne, directrice de cabinet de Ségolène Royal et vous avez établi avec l'ombre d'Emmanuel Macron, Alexis Kohler, un accord scandaleux qui a offert 9 milliards d'euros aux concessionnaires privés d'autoroutes, dont la société Eiffage. Dites-moi, le Qatargate, Rothschild, Rockefeller, quel lien ont-ils avec tout ça? Là, j'ai pas trouvé de lien parce que on s'est pas orienté vers cette partie-là. Nous, on s'est orienté vers la partie institutionnelle, en fait. On a essayé de comprendre, parce que moi, j'ai deux choses. Je me retrouve dans la situation suivante, c'est que je ne suis pas entendue par la justice. On essaye de me faire entrer dans le réseau, parce qu'il faut quand même savoir qu'ils vont essayer de m'acheter en m'offrant 1,2 million. Ah, c'est qui on? Le ministère des Finances publiques avec le notaire qui était en charge du dossier. Pour que vous vous taisiez. Pour que j'accepte. Et vous donnez 1 200 000 euros. Oui. Net d'impôts, tout quoi. Je ne sais pas si c'était net d'impôts, ça n'a pas été jusque-là, puisque moi j'ai dit non tout de suite.